Bonjour à tous et bienvenue sur la Toile du Design. Pour la 4e saison, les élèves de DNO du lycée Camille Claudel de Vauréal dans le 95 explorent les questions du design contemporain au travers de 5 épisodes de 20 minutes. L'objectif est de comprendre et de présenter, selon une problématique personnelle, un pan de l'histoire du design. Chaque groupe a donc sélectionné des thèmes, cherché des références, convoqué des auteurs et confronté des points de vue pour problématiser des thèmes comme le rapport entre le design et l'existant ou encore le rôle des designers auprès des minorités. Je vous laisse maintenant découvrir la thématique de cet épisode. Bonne écoute. Ok, donc tout d'abord, on va commencer par se présenter. Donc Maxence, Anaïs, Salomé. Nous allons aborder le thème du design et vivant durant ce podcast. Donc pour commencer, aujourd'hui, le design ne se limite plus à concevoir des objets ou des espaces à partir de matériaux inertes. Le design dialogue de plus en plus avec le vivant, que ce soit des bactéries, des champignons, des algues, des cellules ou des organismes. La rencontre entre le design et le vivant suscite à la fois de l'espoir et des doutes. Dès le départ, une question se pose, les biomatériaux peuvent-ils devenir une vraie alternative plus respectueuse du vivant ? Les biomatériaux sont des matériaux issus du vivant ou conçus à partir de processus biologiques. Ils sont souvent présentés comme plus durables, plus éthiques et plus respectueux du vivant. Pourtant, leur mise en œuvre concrète révèle des tensions entre écologie, industrie, normes et usages. C'est pourquoi nous posons la problématique suivante. Les biomatériaux peuvent-ils dépasser leur rôle critique du système productif pour s'inscrire comme une alternative viable et attentive au vivant ? Pour y répondre, nous allons nous appuyer sur plusieurs projets de design, architecture et de recherche en abordant à la fois leurs opportunités et leurs limites. Et notamment s'appuyer sur ces 4 questions suivantes. La première, les biomatériaux peuvent-ils devenir une alternative réelle au système productif actuel ? La deuxième, comment designer avec des matériaux vivants, instables et évolutifs ? La troisième, quel rôle pour le designer face au vivant, contrôle, accompagnement ou cohabitation ? Les biomatériaux permettent-ils un design plus attentif au vivant ? Donc moi je vais vous parler des points positifs et des opportunités des biomatériaux. Pour commencer, les biomatériaux présentent de réelles opportunités, notamment lorsqu'ils parviennent à s'intégrer dans des systèmes de production déjà existants. Un exemple emblématique est celui de Modern Meadow, qui développe un cuir cultivé en laboratoire à partir de collagène. Ce matériau permet de réduire considérablement l'impact environnemental lié à la production de cuir traditionnel, en diminuant la consommation d'eau, les émissions de CO2 et le recours à l'élevage animal. Il s'agit également d'un matériau cruelty-free, puisqu'il ne nécessite aucun abattage. Ce cuir cultivé présente aussi des avantages industriels importants. Ses propriétés sont modulables, sa qualité est homogène et il offre une grande liberté créative aux designers. Surtout, il est compatible avec des chaînes de production existantes et peut être utilisé dans des secteurs comme la mode, le luxe ou l'automobile. Dans ce cas précis, le biomatériau semble dépasser la simple critique du système productif pour proposer une alternative concrète, viable économiquement et techniquement. Cela suggère que les biomatériaux peuvent devenir pertinents à grande échelle lorsqu'ils acceptent les contraintes du système industriel actuel. A l'inverse, certains projets choisissent de remettre en question plus radicalement notre rapport à la matière et à la fin de vie des objets. Dans le cas du projet Hi-Fi, une structure architecturale réalisée à partir de briques de mycélium composées de déchets, de maïs et de champignons. Ce matériau est biodégradable, compostable et nécessite très peu d'énergie pour sa fabrication. La structure est pensée pour retourner à la terre en fin de vie, sans produire de déchets, avec un impact carbone quasiment nul. Présenté au MoMA PS1 à New York, Hi-Fi propose une architecture temporaire, non permanente, qui valorise la circularité plutôt que la durabilité au sens classique. Ici, le biomatériau ne cherche pas à remplacer directement les matériaux traditionnels du bâtiment, mais agit plutôt comme un outil de remise en question du modèle de construction actuel. Il ouvre une réflexion plus qu'il n'apporte une solution immédiate généralisable. Enfin, certains projets montrent que les biomatériaux transforment aussi profondément la posture de designer. Avec Silk Pavillon, Neri Oxman explore une forme de biofabrication collaborative entre humains, robots et vers à soie. Plus de 17 000 vers à soie sont guidés pour tisser une structure en soie, sans détruire les cocons, dans une approche plus éthique et respectueuse du vivant. Ce projet mêle biologie, technologie et design et explore la notion de matière vivante. Cette nouvelle posture se retrouve également dans les objets vivants de Theresa Van Dongen, notamment ces lampes alimentées par des micro-organismes vivants. Certaines utilisent la bioluminescence bactérienne, d'autres produisent de l'électricité grâce à l'activité naturelle des bactéries.
Ces objets nécessitent du soin, de l'attention et une interaction constante entre l'humain et l'organisme vivant. Ces projets montrent que le design peut devenir collaboratif. Le designer n'impose plus totalement une forme ou un résultat, mais accompagne un processus biologique. Cette approche témoigne d'un design plus attentif au vivant, plus sensible à ses rythmes et à ses contraintes. En revanche, elle implique aussi une perte de contrôle que tous les contextes de production ne sont pas prêts à accepter. Ainsi, si ces projets montrent que les biomatériaux ouvrent de nombreuses pistes alternatives, qu'elles soient industrielles, critiques ou expérimentales, leur capacité à dépasser le stade de l'expérimentation et à se généraliser reste encore limitée. C'est précisément ce que nous allons analyser dans la partie suivante en nous intéressant aux limites des biomatériaux. Après avoir vu les opportunités offertes par les biomatériaux, il est important de s'arrêter sur leurs limites. Car si ces matériaux ouvrent des pistes intéressantes, ils rencontrent rapidement des contraintes dès qu'on cherche à les appliquer à grande échelle dans des contextes réels comme la ville, l'industrie ou le corps humain. Un premier exemple à l'échelle urbaine est celui de Respire, une entreprise qui développe des façades vivantes grâce à un béton bioréceptif. Ce matériau permet à la mousse de pousser directement sur les façades, sans terre. Le bâtiment devient alors un élément vivant. La mousse capte une partie des particules fines, stocke un peu de CO2 et participe au rafraîchissement des bâtiments. Le projet se présente comme une solution low-tech, nécessitant peu d'entretien et sans système d'arrosage complexe, ce qui le rend particulièrement séduisant dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Cependant, lorsque l'on regarde de plus près, plusieurs limites apparaissent. L'impact écologique reste faible à l'échelle d'une ville entière, la quantité de CO2 absorbée par la mousse est limitée. De plus, le système dépend fortement des conditions climatiques comme l'humidité, l'exposition ou la pollution. Enfin, le matériau reste hybride puisqu'il repose toujours sur le béton, un matériau qui n'est pas durable à la base. Dans ce cas, le biomatériau améliore le système existant mais sans réellement le transformer en profondeur. Ces limites deviennent encore plus visibles lorsque le vivant n'est plus seulement intégré à une structure, mais qu'il devient lui-même la matière principale. C'est le cas du projet Molds in Soil du designer Timo Bega. Ici, le matériau est produit à partir du mycélium et de sol. Il ne s'agit plus de fabriquer un matériau mais de le laisser pousser. Le projet refuse l'industrialisation classique et valorise un processus lent, local, vivant et régénératif. Il questionne notre rapport à la production, au contrôle et à la standardisation. Mais cette radicalité a aussi un coût. Le matériau devient imprévisible, ses propriétés varient selon le sol, l'humidité ou le temps. Sa résistance mécanique est faible, ce qui le rend inadapté à des usages structurels. De plus, ce type de matériau est difficilement compatible avec les normes industrielles actuelles et reste limité à une production à petite échelle. Ici, le biomatériau fonctionne avant tout comme une critique du productivisme, plus que comme une solution exploitable à grande échelle. À l'opposé de cette approche expérimentale, le projet From Plants to Plastic, développé par Relief en collaboration avec Oubliet Jongerius, cherche au contraire à rendre le biomatériau compatible avec l'industrie. Il propose un plastique biosourcé à partir de plantes, pensé comme une alternative au plastique fossile. Le projet montre que les biomatériaux peuvent être à la fois fonctionnels et esthétiques et que le design joue un rôle clé pour rendre ces matériaux désirables et pas seulement écologiques. Il questionne ainsi la transition vers une économie circulaire. Mais là encore, des limites apparaissent. Le fait qu'un matériau soit biosourcé ne signifie pas forcément qu'il soit durable. Son impact dépend des cultures utilisées, de la consommation d'eau et de l'utilisation des terres agricoles. La recyclabilité reste souvent théorique, faute d'infrastructures adaptées, et les performances peuvent être inférieures à celles du plastique pétro-sourcé. Ce type de projet renforce donc une question centrale. S'agit-il d'une véritable alternative ou seulement d'un ajustement au système existant, avec un risque de greenwashing si le cycle de vie n'est pas entièrement maîtrisé?